Au début des années 2000, il n'y avait que la télé, le net, les journaux et la radio pour donner de l'information. Ensuite, les podcasts sont apparus. On a par la suite trouvé qu'il y en avait trop. Pourquoi? Il n'y aura jamais assez de podcasts. J'aime qu'on peut parler de la musique, des films, des nouvelles et plein d'autres sujets sans contrainte. C'est ce monde que j'aime! Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à New York dans son futur post-apocalyptique. Aujourd'hui, nous parlons de Cyborg, sorti en 1989 et réalisé par Albert Pyun, avec Jean-Claude Van Damme, Deborah Richter, Dale Haddon et Vincent Klin. Je suis Mathieu, puis pendant l'épisode d'aujourd'hui, il est possible qu'une fois de temps en temps, je parte sur une chire, puis que je décide de crier pour rien, puis que faire des gros sons d'hommes forts, puis des sons d'ours, puis tout ça, c'est bien possible. Je suis certain que vous êtes prêts à ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un film qui est pas tout à fait mainstream. C'est un film qui a eu un mini succès dans le temps, en 1989. Si on peut dire, c'est peut-être plus un film de bas de gamme qui du temps dans ces années-là. C'est un film qui vient des studios Canon, qui eux autres faisaient des films d'action ou des films à petit budget. C'était vraiment pas dispendieux comme film. Sans dire que tous les films qu'ils faisaient, c'était pas nécessairement de la gagner. Mais c'était tous des films que, c'est ça, ils coûtaient pas cher. Mais tu sais, ils ont fait des films comme Over the Top avec Sylvester Stallone. Premier que je nomme, parce que souvent je dis Over the Top, mais c'est une coïncidence. Les portées disparues avec Chuck Norris, ou d'autres films comme Highlander, Cobra, Delta Force, Hercule de Luigi Cozzi, et plein d'autres films. Vous pouvez tout le temps vérifier sur Internet, sur Wikipédia. Il y a toute la liste de leurs films qu'ils ont fait. Puis il y a des grosses chances qu'à quelque part que vous aviez croisé un film qu'ils ont fait à quelque part dans votre vie si vous avez vécu dans les années 80. Le film d'aujourd'hui, comme par exemple, lui, il a coûté 500 000, puis il a rapporté environ 10 millions. Fait que, dans le fond, au prorata, c'est un film qui est très rentable. Par contre, ça, c'est pas mal la fin de ce studio-là. Le studio commençait à avoir ben des problèmes financiers. Eux autres, dans ce temps-là, en genre 88, ils étaient en train de développer le film des Maîtres de l'Univers. Ils avaient fait le premier film, ça c'est dans le fond, c'est basé sur des jouets de Mattel. Il y avait eu un premier film avec Dolph Lundgren qui faisait le personnage titre. Puis il était en train de développer la suite. Puis en même temps, il y avait un plan aussi pour faire un film de Spider-Man. Fait que ça faisait genre 2 millions qu'ils mettaient pour faire ces deux projets-là. Mais c'est ça, Canon commençait à avoir des problèmes financiers. Fait que ils ont dû carrément abandonner les deux contrats sur ces deux projets-là. Ces deux projets-là, ils devaient être réalisés par le réalisateur Albert Pyun, que lui aussi, c'est ça, lui, dans le fond, il est habitué à travailler avec des petits budgets, puis si on regarde toute sa filmographie, c'est ça, c'est un maître de faire des films à petit budget. Pas nécessairement super artistique, peut-être comme le genre à Jordan Carpenter, mais il y a son genre à lui, c'est plus dans le genre action, plus genre plus comme le film qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis en train de dire Carpenter ou un autre est meilleur. Je vais toujours dire que Carpenter, pour moi, est un de mes meilleurs réalisateurs. Mais en tout cas, c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Albert Pyun, il était reconnu pour pouvoir faire la job avec un petit budget.
C'est ça qu'il faisait là, depuis plusieurs années, puis c'est ce qu'il a continué à faire là, pendant plusieurs années après. C'est un réalisateur qui était là depuis 6-7 ans, puis qui a réussi à continuer là, sa job là, pour genre une vingtaine d'années après, en faisant environ une totale d'une trentaine de films. Fait que lui, il devait travailler sur ces deux projets-là simultanément. On utilisait là, les mêmes sets ou les mêmes décors. Je sais pas exactement, c'est pas vraiment là, décrit là, dans toutes les sources que j'ai essayé de fouiller, là, essayer de trouver là, exactement comment il allait procéder, mais c'est ça. Ils ont perdu, là, dans le fond, les contrats là, pour faire les deux films là, que j'ai nommés de Spider-Man puis de Maître de l'Univers. Fait que là, il arrive Canon Film avec le problème de. Ils ont déjà dépensé 2 millions. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes financiers. Qu'est-ce qu'ils font avec qu'est-ce qu'ils ont déjà construit puis les costumes qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Avec Albert Pyun, il y avait une petite idée, dans le fond. Il a pris une fin de semaine, puis il a pris, dans le fond, ses idées un peu, puis il a écrit ça rapide. Il a tout remixé, dans le fond, une histoire, puis incorporé là, tout, dans le fond, ce qu'il y avait déjà de créé pour les deux films. Fait que ça a donné là, un peu le film d'aujourd'hui. Canon Film venait de faire le film de Bloodsport qui mettait en vedette Jean-Claude Van Damme. Van Damme, c'était une étoile montante dans ce temps-là. Aujourd'hui, dans le fond, on le connaît à cause de les films qu'il a fait là, dans les débuts 90. Mais à cette époque-là, il y avait pas mal juste Bloodsport comme succès là, sous la ceinture. Avec ce succès-là, il y avait un nouvel acteur qui pouvait travailler avec, puis qui pouvait rapporter de l'argent. Puis, fait qu'ils ont quand même offert plusieurs projets là, qu'ils pouvaient faire, dont Delta Force 2 ou Ninja American 3 puis Cyborg. Finalement il a choisi Cyborg. On va remarquer que Delta Force, c'était un film là, qui était avec Chuck Norris qui faisait aussi des films là, pour la Canon. Lui, c'est dans le fond bien reconnu là, pour avoir aidé beaucoup là, au succès là, de Jean-Claude Van Damme là, pour que dans le fond il soit reconnu là. Il a travaillé avec Chuck Norris, ils sont devenus bien copains les deux, et ça l'a aidé beaucoup là, pour propulser Van Damme. Je sais pas si mettons son choix là, c'est fait par le fait que Delta Force 1 était avec Chuck Norris, puis que dans le fond il ne devait pas succéder à Chuck Norris, ou carrément là, commencer là, avec une nouvelle franchise en guillemets, au lieu de prendre une série qui est déjà établie là, avec d'autres acteurs. Personnellement, je pense qu'il a fait le meilleur choix là, point de vue carrière là, à la place de juste prendre un flambeau à quelqu'un, il peut partir là, sur des nouvelles bases lui, puis je veux dire, il fait l'univers à Van Damme au lieu de faire l'univers à Chuck Norris, puis essayer d'incorporer Van Damme là-dedans. Fait que je pense qu'il a fait le meilleur choix là-dedans. Van Damme sera pas vraiment un grand fan là, du film d'aujourd'hui, sauf que, comme j'ai dit plus tôt, ça va avoir aidé un peu là, avec son début de carrière. Le film d'aujourd'hui, c'est pas un film qui est bien compliqué. Il y a une thématique générale qui est plus ça vaut la peine de survivre dans ce monde-là. C'est juste la survie. C'est un monde post-apocalyptique. Est-ce que c'est un film profond? Bon, c'est vraiment pas un film profond, là. Je vais pas essayer de faire croire autre chose. Mais c'est la thématique là, du film. Mais, tu sais, vu pas mal dans la générale, c'est un film là, qui a vraiment un bon, un méchant, une fille pour accompagner le beau gars, puis un MacGuffin. C'est nos 4 personnages qu'on a dans le film. C'est les seuls personnages qu'on a besoin d'avoir. Un MacGuffin, pour ceux qui sont pas habitués un peu avec le jargon, c'est juste avoir un objet là, qui sert à faire avancer l'histoire, dans le fond. Dans ce film-là, c'est le personnage là, de Pearl Prophet, là, qui est un cyborg là, qui doit promener là, des données là, d'une place à l'autre. C'est pas un film qui essaye d'avoir un gros message clair. C'est sûr que c'est un film d'action dans toute la lignée là, de ce qu'on faisait là, à l'époque. C'est pas un film qui va essayer de se démarquer. Il va essayer de faire, dans le fond, là, une histoire simple du bon contre le mal. Il y a les deux versions du film là, que j'ai écouté pour aujourd'hui. Là. Il y a la version de Cyborg que le personnage de Pearl Prophet, elle avait amené là,
des données, là, elle va avoir été transformée en cyborg pour amener des données, là, pour amener ailleurs. Aujourd'hui, on ferait ça sur une clé USB, là, dans un monde post-apocalyptique, peut-être que l'Internet marche plus, ben c'est ça qu'on ferait, on mettrait ça sur une clé USB, puis on n'aurait pas besoin de transformer quelqu'un au complet là, en robot. Là. Mais en tout cas, ça c'est 1989, là, puis c'était un autre temps un peu là, pour le côté informatique. Le fait qu'elle ramenait, elle promène des données là, de New York à Atlanta, puis revenir, ben, c'est dans le fond là, pour échanger là, avec des scientifiques d'ailleurs, puis qui vont pouvoir plutôt reconstruire la société là, suite à la déchéance de l'humanité, là, comme qu'on la connaît aujourd'hui, là, le monde moderne. Dans la version du Director Scott, on va avoir un peu plus là, du personnage de Fender, puis le monde comme qu'il est, puis que c'est un petit peu plus satanique. On va avoir plus là, de mentions là, du diable, puis des idées là, qui est vraiment satanique. Là, on va avoir quelques petites mentions qui vont avoir resté là, dans la version là, théâtrale, là, la version qu'on connaît. Là. Mais je veux dire, c'est vraiment comme deux films quand même assez différents, même si on a pas mal les mêmes images. Le ton du Director Scott est pas mal plus sombre un peu. Il y a plus de langage vulgaire, puis c'est plus violent. Mais essentiellement, là, ça reste quand même le même film. Là, puis juste un peu le but là, de Pearl Prophet, là, le but là, qu'elle promène là, les données, ben, c'est un peu en nuance, là, pas exactement pour la même raison dans le Director Scott. Là, mais je veux dire, ça reste essentiellement la même affaire. Hein. Comme j'ai dit plus tôt, le film, je l'ai écouté dans deux versions là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Il y a la version Director Scott, puis la version originale normale. Les deux versions se trouvent là, légalement. Là, on peut les avoir en Blu-ray, puis c'est des choses qui sont commercialement disponibles. C'est juste que pour la version Director Scott, il faut faire venir d'Allemagne, là, mais en tout cas, faut croire que ça me tentait là, d'avoir ce film-là là, dans une autre version. Mais c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, ben ça apporte quelque chose de différent. Le montage est un petit peu différent, mais en gros, là, c'est pas mal là, le même scénario. Mis à part qu'il y a des petites affaires là, qui sont pas placées exactement aux mêmes places. Puis le déroulement n'est pas exactement pareil, mais vraiment le fil conducteur, là, c'est pas mal le même film. Ce qu'il faut savoir, par contre, si, mettons, quelqu'un serait intéressé à voir le Director Scott, puis de l'importer de l'Allemagne, là, il n'est pas en allemand, là, je veux juste pour vous le dire. Là, il y a juste des sous-titres, là, puis il a juste été fabriqué là-bas, là, mais il est en anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il est en Blu-ray, ils ont utilisé un négatif d'une copie VHS. Du film, la coupure là, de Albert Pyun. Ils ont utilisé une version VHS là, de ce qu'il y avait. Puis, quand, dans le fond, on a les scènes qui sont déjà là, dans le film régulier, ben. C'est intercoupé, fait qu'il y a souvent comme un fling-flang entre la version VHS puis la version Blu-ray. Fait que des fois ça clash, mais en même temps ça nous montre la version, qu'est-ce qui a été rajouté, ça l'aide au visuel. En bonus, quand même, sur le Blu-ray, on peut avoir accès là, à vraiment la version VHS, puis tout ce qu'elle a de l'air, là, c'est sûr que c'est un film qui a été magané, là. C'est une vieille version. Là. Mais si vous avez une petite télé, pas trop grosse, là, pas une télé trop moderne, puis pouvoir écouter sur son Blu-ray sur une vieille télé, ben ça paraît quasiment pas. Exercice que j'ai déjà fait là, il y a une couple d'années, puis c'est un petit peu plus fluide. Là. C'est sûr que sur une télé là, plus moderne, à haute définition, ça va jurer un peu plus. Mais si vous avez encore
encore votre vieille télé d'il y a 15 ans, 20 ans, c'est peut-être la meilleure manière de garder la version Director's Cut. Autre chose qu'il y a de différent, majeur et très majeur, avec les deux versions, c'est la musique du film. La musique de Kevin Bacon dans l'original, elle se retrouve vraiment pas dans le Director's Cut. Albert Pyun, dans le fond, il voulait un gars qui fasse la musique. C'était une autre personne qui voulait pour faire ce film-là. Tony Riparati, puis c'est ça qu'on entend tout le long du version Director. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mix. C'est comme la trame de musique, elle joue tout le long, puis elle n'est pas comme synchronisée avec ce qui se passe avec l'écran. C'est comme si l'artiste a juste fait de la musique, puis ils ont pesé sur play, puis c'est ça qui joue tout le long. C'est comme, il y a une scène d'action, il y a comme un son pour faire la scène d'action. C'est pas mauvais en soi, comme la musique est correcte, c'est juste que ça fait pas tout à fait, ça clash beaucoup avec ce qui se passe à l'écran, parce que c'est pas écrit vraiment pour qu'est-ce qui se passe à l'écran. Fait que c'est sûr que ça rend un peu la manière d'écouter le film, c'est un petit peu difficile, puis ça l'aide pas. Mais encore là, peut-être que si Albert Pyun il aurait plus travaillé pour la version, s'il aurait travaillé jusqu'à la fin sur le projet, peut-être qu'il aurait plus à retravailler ça, puis que ça ait un peu plus de sens. Mais on a une version du film là-dessus qui n'est pas complète dans le fond. C'est juste son director's cut, puis il va rester encore des cours à faire, puis des ajustements à faire. Mais ça reste quand même un bon petit côté, un alternatif à voir. Si, mettons, vous avez vu le film d'aujourd'hui une couple de fois, puis vous voulez voir quelque chose de nouveau, le Director's Cut, ça peut faire l'affaire. Hein. Mais en tout cas, je vais en reparler dans les recommandations à la fin du podcast. Fait que je vais me servir plus de la version théâtrale pour faire mon podcast d'aujourd'hui. Si maintenant il y a des notes à faire pour le Director's Cut, je le ferai. Aux endroits précis, mais pour la générale, je vais me baser tout le temps sur la version théâtrale. Fait que le film ouvre avec une narration du personnage de Fender, puis dans le fond, il nous dit où est-ce qu'on est. On est dans un New York post-apocalyptique, puis dans le fond, tout le monde moderne, moderne de 1989, dans le fond, il est revenu en arrière, tout simplement. Il n'y a plus vraiment de technologie. Tout le monde, c'est chacun pour soi. Puis, tu sais, c'est dans le fond, après ça, on voit l'ouverture avec Pearl Prophet, puis Marshall Stratt qui se sauve de la gang à Fender. Puis, tu sais, au centre-ville, dans New York, en tout cas, je pense que c'est plus un gros set, mais en tout cas, tu sais, où il y a des voitures toutes brûlées, puis tout est pas mal démoli. Tu sais, ça a l'air de rien, mais tu sais, on a regardé ça il y a peut-être une dizaine d'années, puis on se disait, revenir dans un temps de même, c'est à peu près impossible. C'est sûr qu'on a eu comme des émissions comme Walking Dead, puis tout ce genre de films ou émissions-là qui nous ont montré tous des mondes post-apocalyptiques depuis le temps, puis comment que dans le fond, on peut comme quasiment revenir en arrière. Suite une bactérie ou des guerres ou peu importe la raison. Aujourd'hui, on est encore dans la période du coronavirus, puis ça fait comme repenser un peu quand on regarde le film, on peut quasiment se dire qu'ils vont parler de la peste dans le film, mais tu sais, c'est comme un peu dans le même principe que ce qui se passe un peu avec le coronavirus. Je pense pas qu'avec le coronavirus, on va se ramasser un monde de même, mais c'est comme on peut un peu comme quasiment se dire que ça peut être suite à ça dans un monde alternatif. Parce que c'est sûr que la peste n'est pas le coronavirus. Mettons que le coronavirus, on a plus de chances de s'en survivre. Mais en tout cas. Fait que, tu sais, vous m'entendez dire depuis le début, Fender, Marshall Stratt, Pearl Prophet. Pour ceux qui sont musiciens d'entre vous, qui connaissaient un peu certains instruments de musique, je sais pas si vous avez remarqué, on parle de Fender, le méchant, je veux dire, Fender des guitares,
Marshall Strat, je veux dire, les Marshall, les amplificateurs, Strat, Fender Stratocaster. C'est tous des noms, dans le fond, là, qui ont rapport avec l'univers là, des instruments de musique. C'est quand même assez drôle là, quand on regarde le générique de fin, là, on est quasiment capable de voir plein d'affaires. Puis en même temps, c'est sûr que je dis les noms, mais il y a des noms là-dedans là, qui sont même pas prononcés là, dans tout le film, ou qui sont prononcés là, juste une fois, là, puis assez rapidement. Là, fait qu'on s'en rend pas vraiment compte. Il y a Fender qui dit pas mal tout le long du film, là, mais ça reste pas mal là, le seul nom là, qui est le plus visible. Là. Mais Marshall Strat, le gars là, qui protège Pearl Prophet, je crois qu'il n'est même pas dit là, du tout là, du film. Là. Il faut regarder le générique là, pour le savoir. Là. Ce que je trouve un petit peu plate un peu, puis un peu difficile là, à suivre les personnages, ou même de s'identifier aux personnages quand on sait même pas leur nom. Mais encore là, les deux personnages qu'on a vraiment à savoir le nom puis savoir c'est qui, c'est le personnage de Gibson Rickenbacker même, que dans le fond on voit jamais on n'entend jamais le nom là, de Rickenbacker, là, mais c'est deux autres guitares qui sont mis ensemble pour faire un nom. Puis Defender, c'est quasiment les deux seuls noms qu'on a besoin de savoir. Mais ça reste quand même un choix intéressant là, d'avoir choisi de nommer tous ces personnages là, avec des noms là, d'instruments. Puis qui rajoutent juste un peu là, de fantaisie ou juste de non-vraisemblance là, du monde qu'on est dedans. En tout cas, fait que ça prend pas 2 minutes là, pour qu'on se rende compte là, dans le fond là, de quel genre de film qu'on est dedans. On aime ça ou on n'aime pas ça, on le sait pas mal là. Avec la gang qui est poursuit, puis je veux dire, c'est un film de gros bras, il faut se le dire. C'est un film là, dans le fond que on dirait qu'on a juste des lutteurs à l'écran. Et puis c'est un film qui va fonctionner avec quasiment une mentalité là, qu'on aurait eu là, dans un scénario écrit là, par la WWE. Autrefois connue là, dans ce temps-là comme la WWF. Parce qu'on dirait qu'en même temps, tout le monde est comme genre primitif, tout le monde fait juste comme crier. C'est quand même assez un peu frénétique comme début de film, mais ça nous embarque carrément là, dans l'ambiance là, de ce film-là. La job là, d'intro de ce film-là, c'est à ça que ça sert, dans le fond. Là. En plus de nous présenter, dans le fond, le mégaphon de Pearl Prophet, c'est de nous montrer là, que le grand méchant, c'est Fender. Puis c'est à ça que ça sert. Puis montrer comment que le monde est viré à l'envers. Je crois que dans le fond, ce bout-là est probablement le bout qui a coûté quasiment le plus cher au film, là, en fait, de plateau de tournage, d'après moi, là, c'est ça qu'ils ont voulu un peu rescaper là, qu'est-ce qu'ils avaient construit là, pour les autres films. Là, j'ai pas mal l'impression que c'est à peu près ça. Là. Mais en tout cas, la version théâtrale là, elle continue vers le générique à partir de là. Puis le générique, on l'avait eu carrément au début là, avec la version théâtrale, la version Director's Cut. Je trouve que ça jure un peu. Je suis peut-être habitué là, de l'avoir vu, là, la version théâtrale. Là, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu mêlant. Là, quand on voit Van Damme apparaître assez rapide tout de suite après. Mais je vais juste arrêter sur le générique 2 secondes. Là, c'est un générique là, qui va un peu rappeler le générique de Terminator 2 où ce qu'on voyait tout un parc qui était en feu là, je vous dis, c'est un peu la même affaire, c'est juste que ce film là est sorti là, quelques années avant. Puis en même temps, j'ai parlé un peu là, du compositeur tantôt là, de Kevin Bacon. J'adore cette trame sonore là. Je veux dire, c'est très 80 là. Mais c'est juste comme, tu sais, il fait sa job. Ok, je veux pas dire que c'est une des plus grandes trames sonores que j'ai entendues, mais c'est une trame sonore que je trouve qui fit bien avec le film, pour le film qu'on a aujourd'hui. Puis je le dis en même temps, si quelqu'un a cette trame sonore-là, puis qui voudrait s'en débarrasser, puis peut-être pas à un prix de fou comme on veut nous vendre sur Internet, mais avec un prix raisonnable ou avec une entente ou quelque chose de même, et rentrer en communication avec moi, je suis preneur, je suis bien intéressé. C'est juste que ça me tente pas de dépenser des centaines de dollars pour la trame sonore, mais je veux dire, je serais preneur pour avoir cette trame sonore-là, la rajouter à ma collection.
Fait qu'après le générique, ben c'est ça, on a l'intro là, de Gibson, Rickenbacker, le personnage joué là, par Jean-Claude Van Damme. Introduction quand même assez remarquée, avec un pied dans le fond, là, iconique là, de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme reconnu pas mal là, pour ses coups de pied, dans le fond, là, de toute la manière. Ben, c'est un kickboxer, puis je veux dire, c'est juste l'intro, là, juste pour voir que dans le fond, là, c'est un dur à cuire. Lui, on va apprendre là, que c'est un mercenaire, puis il est sur une quête de vengeance. Puis, c'est ça, il tombe comme par hasard sur le chemin à Pearl Prophet pendant qu'elle essaie de se sauver. Là, ce que Pearl elle va y expliquer qu'elle, dans le fond, là, c'est une cyborg, puis que c'est le Marshall Strat là, qui a été tué au début, ben, elle a besoin de quelqu'un d'autre là, pour essayer de l'accompagner là, pour se rendre à Atlanta. Elle a des données dans elle pour aider les scientifiques, là, à aider pour la cure contre la peste. Puis c'est ça, dans la version Director's Cut, ben, ça nuance un peu. Là, dans le fond, c'est pour aider un peu avec la technologie pour restarter un peu le monde. Là. Fait que c'est un peu là, de la nuance. Là, mais je veux dire, ultimement, là, ça reste un mégaphone. C'est pas bien important au film, mais c'est juste que dans le fond, pour un peu y donner un but, mais sans y donner un but, parce que dans le fond, ça va pas vraiment influencer Gibson là, tout le long du film. Là. Lui, il va pas rechercher à aller la sauver tout le long du film. Lui, il est juste en quête de vengeance. C'est plus le personnage de Nadie qui va savoir c'est qui ce personnage-là, puis qui va avoir entendu sa conversation avec Fender un peu plus loin, quand Fender va s'interposer là, entre les deux, puis que, en tout cas, Gibson va être mis en hors d'état de nuire, là, puis dans le fond, ils n'auront pas vérifié voir s'il a survécu ou pas, là, avoir défoncé une porte. Là. Et en tout cas, fait que Pearl elle va partir avec Fender. Il va y avoir une scène un peu troublante, là, où ils vont massacrer un village. Ben, c'est un village d'une famille, en tout cas, je veux dire, tout est en feu. Moi, je vois un village, quand je fouille un peu partout, on parle de juste une famille, là. Bon, ok, peut-être que je vois encore plus gros que qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer à l'écran, là. Puis c'est parfait. Je veux dire, en bout de ligne, on est un film à petit budget, puis on essaie de nous montrer plus là, que ce qu'il y a à l'écran, là, puis on se sert là, de tout ce qu'on a, puis en tout cas, ça a l'air à peut-être plus. Ça. Mais en bout de ligne, il a massacré, ça a l'air juste une famille. Ou encore là, c'est peut-être juste que je suis en train là, de juste mélanger les deux versions ensemble. Là, mais en tout cas, fait que je trouve que c'est une scène qui est quand même assez brutale. Tu sais, je veux dire, on avait vu là, la décapitation là, de Marshall Strat au début. Là, ben, on l'a vu, en tout cas, on a vu le résultat. Mais en tout cas, je veux dire, Fender là, qui casse le cou là, de la femme, là, puis je veux dire, qu'il sac un coup là, de bâton en face de l'autre. C'est pas nécessairement super visuel, mais on comprend qu'est-ce qui s'est passé, là, puis je veux dire, c'est quand même brutal. Puis, tu sais, dans le fond, il faut juste rajouter, dans le fond, là, au personnage de Fender, voir comment il est méchant, puis je veux dire, c'est le méchant ultime, puis qui pense juste à tuer, puis à le satanisme, puis tu sais, ben, je dis satanisme là, à cause du director's cut, là, mais en bout de ligne, là, il pense juste à la mort, puis je veux dire, juste le chaos, là. Ça reste juste une caricature. Il n'y a pas le genre de nuance, il n'y a pas de place où qui va avoir un peu un état grisâtre un peu, puis voir peut-être qu'il va un peu trop, là. Je veux dire, c'est juste le méchant ultime, là. Puis c'est correct que je suis capable de vivre avec ça. C'est ça qu'on veut nous présenter comme film. Mais ce qui me faisait peur un peu là, à la première fois là, que j'écoutais peut-être le Director's Cut, c'est que je voulais peut-être pas avoir un excédent là, de satanisme à quelque part. Là. Genre rituel là, qui apparaissent là, dans une scène coupée. Là, ça a été un peu ma peur à quelque part. Puis là, c'est correct, ça apparaît pas. Là, ça reste juste du verbal sans plus. Il n'y a pas là, de sacrifice à rien. Là, ça reste là, le même film essentiellement. Là, mais en tout cas. Fait qu'ils vont embarquer sur leur bateau, puis c'est encore là, du paradage là, de muscles, puis je veux dire, c'est comme s'ils sont sur le bateau, puis la seule affaire qu'ils pensent, c'est qu'ils ont encore tout tué, puis je veux dire, ils sont tous en train de déguiser le couteau, puis ils sont juste comme prêts à débarquer comme tous des sauvages, puis en tout cas,
Je trouve ça hilarant à voir. Tu sais, qu'il y a vraiment du monde qui sont juste comme mindés de même. Puis c'est vraiment caricatural. Puis c'est filmé d'un côté caricatural. Puis on aime ou on n'aime pas ça. Tu sais, on a eu juste l'intro avant le générique pour savoir si on aimait le film ou on n'aimait pas le film. C'est juste, on étend dans le fond tout cet univers-là par la suite du film. Mais on nous a donné nos bases là, en 2 minutes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme fait en caricature pour simplifier les choses. Puis ça reste simple. Tu sais, je veux dire, un enfant là, de 10 ans, il peut comprendre là, la totalité. Là, si c'est pas un enfant de 5 ans, il peut comprendre le film là, assez facilement. C'est peut-être pas un film nécessairement pour un enfant de 5 ans, mais encore là, j'ai vu ce film-là, je devais avoir même pas 10 ans, là, fait que ça m'a pas affecté du tout avec la violence. Là. Je veux dire, c'est des affaires là, qui étaient dans le général, là, dans la culture là, de ce temps-là. Là, fait que la version théâtrale, là, tout le moins, là, était accessible là, pas mal à tout le monde. Là. Mis à part un peu là, les côtés brutals là, au début du film. Là. Je dis pas que c'est un film là, de famille. Là. Je vois pas là, genre la femme, le mari et les 2 enfants et le chien s'assirent devant le téléviseur pour écouter ce film-là. Mais je veux dire, c'est un film là, qui est quand même accessible là, pour ses paramètres. Là. Fait qu'on va avoir le personnage là, de Nadie là, qui va apparaître là, des décombres là, je vais appeler le village, là, parce que moi je vois un village là, qui est passé au massacre. Puis que Gibson, il faut juste comme dans le fond se défendre. C'est quasiment une chance que dans le fond il a pris autre chose qu'il l'a pas tué sur place là, qui s'est rendu compte là, que c'était une fille. Faut croire que je veux dire, dans le fond c'est un monde qui est tellement de gros bras, puis c'est un monde très masculin. Fait que on voit une fille, ben je veux dire c'est pas une menace. Fait que lui, dans le fond, il va juste se rassurer qu'elle n'est pas morte, puis pas ça pour partir de son bord. Là. Elle va avoir entendu que Pearl pouvait apporter là, la cure ou arranger là, un peu là, l'univers qui sont dedans. Puis, dans le fond, elle, son but, là, ça va être de s'arranger là, que Pearl elle se rende à Atlanta. Fait qu'elle va suivre Gibson. C'est là qu'on va avoir aussi un peu comme un peu le thème d'espoir, là, le thème de qu'est-ce que l'univers qu'il est. Là, on voit un peu là, des gens là, qui vivent là, dans ce monde-là. Ça vient un petit peu de nulle part, un peu. Là. C'est comme où est-ce qu'il est exactement. Là. Ils vont se ramasser dans un genre de bar. Là, puis, en tout cas, pour que César Gibson va parler avec le barman, puis il va jaser avec. Ils vont nous expliquer un peu là, où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'il va aller. Dans le fond, là. C'est vraiment un peu un discours qui est quand même un peu pivot sur le film. Là. Mais je veux dire, c'est quasiment la seule information qu'on a, puis que ça va propulser le film. Sans être bien important, mais c'est là où on peut juste comprendre là, avec les 4 lignes de dialogue qu'il y a dans cette scène-là, surtout tout ce qu'on s'en va. Parce qu'on voit même un peu du monde souffrant, puis c'est comme si Gibson, il est habitué à ce monde-là, puis c'est plus pour embarquer peut-être là, dans le monde à Nadie qu'elle elle voudrait que tout ça cesse. Puis je veux dire, je suis un peu dans son bord pour ça, là, mais en tout cas. Puis on va remarquer, il y a une scène dans la version théâtrale, puis il est un petit peu... dans le fond, il y a une suite à cette scène-là dans la version Director's Cut. Van Damme, dans le fond, là, il va défendre un petit garçon là, il se fait voler son ballon par des bombes ou des pirates. Là, puis finalement, c'est ça, il va le défendre, puis il va y redonner son ballon. Ce petit gars-là va revenir là, dans le Director's Cut une fois que, dans le fond, il va avoir parti là, sur son chemin là, pour... aller vers Atlanta, ben Gibson va retomber sur le corps du petit garçon. Avant là, de l'attaque dans la bâtisse brûlée, juste avant ça, ben, c'est ça, il va retrouver le corps du petit garçon qui s'est fait attaquer, dans le fond, par les pirates là, qui va se battre avec là, dans la bâtisse. Je dirais que ça fait peut-être plus un peu la manière que tout ça se déroule là, dans la version Director's Cut. Ça a l'air un peu de n'importe qui là, qui apparaisse pour attaquer là, dans la version théâtrale, mais il y a plus une fluidité d'idées dans le director.
Mais encore là, c'est un monde où ce que tu peux te faire attaquer n'importe quand par n'importe qui. Fait que je veux dire, c'est quand même logique là, dans la version théâtrale. Puis en théorie, on n'avait pas besoin là, d'avoir d'explication, de savoir c'était qui. Ça peut être juste n'importe qui, carrément. Mais comme je t'ai dit, la version Director's Cut était un petit peu plus brutale, puis plus violent. Fait que c'est quelque chose qui fait plus là, dans cette version-là. Puis ça fait juste rajouter là, à la douleur à Gibson, dans le fond, là, qu'on va voir un peu plus loin. Là. Fait que c'est pas mal la première grosse scène d'action dans la bâtisse brûlée. On va voir que Nadie, tu sais, je veux dire, honnêtement, je suis pas trop fan nécessairement là, du personnage. Je sais pas si c'est l'actrice ou quoi. Je veux dire, elle fit pas vraiment parce qu'en bout de ligne, elle sert à rien. C'est pas elle qui va même aider Gibson là, dans tout le film. À chaque fois qu'elle va être là pour l'action, elle n'a pas vraiment quelque chose à montrer. C'est pas une actrice qui a déjà fait des films d'action avant. Elle va en faire plus tard dans sa carrière, mais à partir de là, je veux dire, elle est pas à l'aise, puis on peut remarquer que c'est juste tout le temps des coupures fait juste pour qu'elle ait de l'air à faire quelque chose, mais en bout de ligne, là, elle est pas capable. Puis c'est plate parce que c'est un film qui est un peu basé là-dessus, de l'action, puis montrer comment on est qu'il faut se défendre. Puis elle a pas ces capacités-là. Puis, en tout cas, je dirais pas que ça nuit au film parce qu'on s'attarde vraiment pas sur ce personnage-là. Mais en même temps, au pire, ça donne à Gibson juste une raison là, de se battre là, pour un peu la défendre, là, pour qu'elle se fasse tuer à chaque fois là, qu'il se passe quelque chose. Mais on va remarquer tout le long là, qu'à chaque fois qu'il y a une bataille, souvent, on va recevoir une coupe de coups, puis éventuellement, ça va juste couper qu'elle va sortir un couteau de quelque part, puis elle va poignarder l'attaqueur. Fait que c'est pas mal ça qui se résume là, dans toutes les 3-4 fois là, qu'elle va se battre. Ça va tout le temps se résumer à ça, qui devient quasiment un cliché du film là, rendu à la fin. Mais en tout cas, on va se concentrer un petit peu plus sur Van Damme parce que c'est plus ça que dans le fond le film veut qu'on se concentre dessus. J'aime quand même pas mal là, la petite séquence là, dans cette bâtisse-là. On voit ce que Van Damme est capable de faire. Il est capable d'utiliser ses bras, ses jambes. Je veux dire, c'est du kickboxing. C'est quand même un art martial qui est quand même assez brut. C'est un art martial là, qui fit vraiment bien avec cet univers-là. Au départ, Albert Pyun, il aurait aimé ça que ce soit Chuck Norris qui ait le rôle. Il va dire que dans le fond, il a dû tout réécrire un peu là, le personnage là, pour le mettre un peu plus jeune. Là. Chuck Norris commençait à avoir un petit peu plus d'âge là, que Van Damme à ce temps-là. Fait que tout a été un peu adapté là, pour Jean-Claude Van Damme. Honnêtement, je veux dire, j'aime bien Chuck Norris aussi là, pour qu'est-ce qu'il a à faire. Puis je le verrais aussi là, à faire ce film-là. Ça serait pas mal dans ses cordes, mais c'est ça, on a Van Damme puis qui fait bien l'affaire. J'aime quand même toutes les choses qu'il y a sur lui, là, comme pour se défendre. Il y a un pic dans son pied, quelque chose qui est dans le fond tiré là, de James Bond de 1963, Bon baiser de Russie. Je sais pas si c'est apparu avant, là, mais en tout cas, moi, je pense que c'est là où je me rappelle là, le plus vieux d'avoir vu un pic dans une botte. Mais tu sais, on prend ça là, d'un peu partout, là, dans le fond. On crée un univers, là, puis on a des petites affaires là, qui sont parsemées un peu là, dans tout le film. Là. Il n'y a rien d'original, mais on essaie de montrer que le gars là, il est capable de se débrouiller là, tout seul. Puis, les fusils, c'est pas des balles de fusil normales, c'est des fusils là, à air comprimé. Quelque chose qu'on voit mieux là, dans le Director's Cut. Mais honnêtement, je suis pas trop connaisseur là, dans les armes à feu. Là. Mais je trouvais ça aussi. Il y avait quelque chose que je trouvais qui marchait pas là, dans le fusil, là, qui n'avait pas l'air là, de quelque chose qu'on voit là, dans les autres films d'action normales. Là, c'est ça, c'est des fusils à air comprimé. Fait qu'en tout cas, avec le peu de toutes les armes qu'il y a dans le fond, son fusil, ses poings puis ses pieds, je veux dire, il est capable d'arriver à bout là, de pas mal tout le monde. Nadie, elle va juste réussir en éliminer un. Là. Dans le fond, le gars qui est en train de l'attaquer depuis le début. Là. Puis ça va être pas mal ça pour elle. Là. Mais tu sais, Van Damme, tout ce qu'il fait, là, c'est quand même hot un peu visuellement. Il y en a un là, qui fait comme tout à renverser au complet. Tous ses membres, là, il recasse dans l'autre sens. Là, puis, je veux dire, c'est quelque chose que je trouve tout le temps le fun à voir là, dans cette scène-là. Là. Puis c'est ça pas mal là, pour la scène. Ça nous sert juste un peu là,
à nous dire qu'on est dans un film d'action puis qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Fait qu'ils vont partir de là, puis ils vont se ramasser sur une plage, puis ils vont attendre que Fender passe en bateau. Tu sais, je veux dire, je comprends pas tout à fait comment que la géographie est faite là, de ce monde-là. Tu sais, bon, je n'ai pas pris de carte là, puis voir où est-ce qu'Atlanta puis New York, c'est comment qu'on fait pour se rendre là. Mais si je comprends bien, les autres vont avoir piqué à quelque part, puis ça va être plus long, passer en bateau, faire le tour au complet que marcher à pied vers Atlanta. C'est ce que j'ai pu comprendre. Là. Parce que si on se rappelle au début, ben Van Damme, je veux dire, il était sous les décombres quand Fender est parti en bateau. Fait que ça fait pas tout à fait. C'est plus une scène dans le fond là, pour voir Nadie là, qui se dénude puis qu'il va sauter dans l'eau. Là. Je pense que c'est plus ça le but de la scène. Puis au pire, voir les muscles de Jean-Claude Van Damme. Van Damme, généralement, il est quand même assez exhibitionniste aussi dans ses films. Là, fait que c'est un peu une scène qui sert à ça. Là. Mais le but de la scène aussi, c'est un peu montrer que, dans le fond, Van Damme, il est pas vraiment intéressé à Nadie. Il est vraiment comme concentré sur sa quête de vengeance. C'est là où on va voir un peu pas mal son histoire là, de historique avec Fender. Puis que, dans le fond, il était tombé en amour une couple d'années avant là, avec une autre fille. Puis que, finalement, ben. Elle s'est fait tuer avec elle puis sa sœur puis son petit frère. Ils se sont fait tuer par Fender puis dans le fond Van Damme est en quête de vengeance là-dessus. Lui il avait raccroché dans le fond là, sa job de mercenaire. Je sais pas si tu peux vraiment lâcher ta job ben tu sais si tu peux vraiment là, raccrocher là, dans ce genre de monde là, mais je pense que c'est plus pour dire là, que il avait un peu trouvé la paix intérieure puis que finalement ben, il s'est fait tout arracher ça là, par Fender puis ça gagne. Puis rendu là, ben, il est encore fidèle, ou son âme est encore fidèle. Puis tu sais, je veux dire, il voit rien d'autre là, dans sa vie là, que de vouloir avoir vengeance. Ce qui est quand même d'un côté, là, on a vu pas mal tout ce qu'il y a à voir là, de Nadie. Ben, le fait là, qu'il ne couche pas avec, puis qu'il reste quand même concentré sur sa quête de vengeance, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose un peu différent là, dans ce genre de film-là. Parce que c'est un film que normalement, il aurait probablement exploité ça un petit peu plus normalement. Je veux dire, on aurait probablement vu une grosse scène, plus de sexe là, dans cet endroit-là. Si ça avait été un autre film, mais on a gardé ça quand même juste assez simpliste. On a montré ce qu'on a montré, puis on n'a pas mis plus qui aurait peut-être même pas fité avec le personnage. Parce que, tu sais, Van Damme, je veux dire, il va en faire d'autres films où il est sur des vengeances, puis en bout de ligne, il va arrêter là, sur une autre fille quelque part, puis que finalement, ben, il est quasiment en amour autant avec la fille du film que finalement sa quête. Puis la quête originale là, de Van Damme, ou peu importe l'acteur là, ou le héros du film, ben que ça va paraître quasiment comme une histoire de second plan là, pour le personnage là, rendu à la fin du film là, en tout cas c'est une petite note de même là, mais je me dis que ça montre un peu là, la persévérance là, du personnage de Van Damme là, pour ce film là. Fait que là, Fender les a comme devancés. C'est comme ça marche pas tout à fait, dans le fond. Là, où ils vont accoster pas trop loin à partir de là. C'est pas tout à fait clair. Fender va avoir débarqué où il y a un genre de vieille usine abandonnée. L'endroit est genre immense. Là. La géographie est un petit peu dure à suivre. Là. Mais on dirait que à quelque part, c'est tout super ouvert en bas. Puis qu'on peut voir exactement tout ce qui se passe. Là. J'ai comme un peu l'impression là, qu'ils ont filmé tout le temps alentour là, du même poteau. Même poteau, je veux dire, la même petite bâtisse centrale là, qui doit être un peu au centre là, de la bâtisse. Puis on a juste pris plusieurs angles. Là, mais quelque part, là, c'est comme la grosse pièce là, du film. Là, puis c'est la grosse scène d'action, c'est ça qui est comment le central du film. Ils vont se séparer. Gibson part de son bord, puis Nadie part de son bord aussi. Tu sais, Gibson va dire reste là, puis je vais aller m'occuper là, d'aller chercher Pearl. Quelque part, je sais pas qu'est-ce qui s'attendait à ce que Nadie fasse exactement. Là, il avait juste à pas lui demander là, de la suivre là, avant la bâtisse. Là.
je veux dire ailleurs, là, vraiment pas en bas de la bâtisse, là, ouais, mais en tout cas. Fait que finalement, elle va se faire attraper là, par Fender, attraper, en tout cas, elle va se faire ramasser. Je sais pas exactement pourquoi qu'il la tue pas, parce que Nadie, elle sera plus vraiment importante là, pour le restant du film, rendu là. Je trouve que ça aurait été peut-être juste une question là, de script, là. Ça aurait été une bonne idée là, de la tuer là, en bout de ligne, parce que là, il va essayer en même temps là, d'aller reprendre Pearl puis l'amener avec eux. Mais en bout de ligne, Pearl elle va décider, là, elle va lui dire que elle va rester avec Fender parce que Fender a probablement plus de chances là, d'être capable là, de se rendre jusqu'à Atlanta. Ça se tient pas tout à fait à savoir exactement là, qu'est-ce qu'elle veut faire avec Fender une fois rendue à Atlanta. Mais je veux dire, juste en réécrivant un peu, si maintenant on a dit elle s'aurait fait tuer là, il me semble qu'à quelque part, il n'y aurait pas eu le choix un peu peut-être aussi là, de se sauver parce qu'en bout de ligne, là, il était un peu trop nombreux sur lui, puis qu'il fallait que peut-être qu'il pogne un par un et non tout le temps ensemble. Mais c'est sûr que ça rajoutait au fait là, qu'il doit se sauver parce que Nadie, là, elle était mis hors d'état de nuire, mais en même temps, comme j'ai dit tantôt, je pense pas qu'elle était vraiment en état de nuire. Toutes les scènes d'action là, dans ce coin-là, là, les scènes de combo, là, c'est du Van Damme, là, carrément. Là, dans le fond, Van Damme va donner probablement là, à chaque combat, il donne un coup de poing puis un coup de pied. Puis en bout de ligne, on filme 3 fois le coup de pied puis 3 fois le coup de poing qui a de l'air à donner pas mal plus que qu'est-ce qu'il donne. Mais c'est du Van Damme carrément. C'est la manière que c'est monté, puis c'est ce qui va faire un peu la marque de commerce de Van Damme. Là. Puis on voit vraiment que, je veux dire, le monde là, qui se combat contre, là, je veux dire, c'est comme tous des sauvages. Là. C'est quand même assez drôle. Là. Ça fait tout le temps rire, là, comment que le monde crie juste pour rien. Là. Mais en même temps, les acteurs, je pense qu'ils savent. Puis on voit qu'il y a quand même un genre de fun qui a l'air à se passer sur le plateau. Puis je pense que c'est ça qui ressort beaucoup de ce film-là. Que c'est juste tellement ridicule, dans le fond, que je veux dire, ça crie pour rien, ça fait n'importe quoi. Les acteurs ont l'air tous nonchalants un peu, puis je pense que on le ressent quand on l'écoute en tant que téléspectateur. Puis s'il n'y avait pas cette petite touche-là, je crois que ça pourrait devenir un film qui devient très plate rendu là, puis qui serait dur à écouter. Mais je trouve que juste en voyant comment que les acteurs ont l'air assez amusés sur le plateau, que ça devient juste drôle. C'est caricatural, comme je dis depuis tantôt. Mais si on voit pas ça, on risque là, d'avoir un peu de misère là, à passer au travers du film. Là. Mais on l'a vu déjà là, dans le premier 2 minutes. Là, si maintenant c'est un film qui était pour nous autres ou pas. J'en reviens tout le temps à ça, mais c'est ce genre de film-là. À l'usine, c'est là où on va rajouter un petit bout d'histoire. Là, que, dans le fond, la sœur à Marie, la fille, là, que Van Damme était tombé en amour. Sa sœur est là. Puis elle, dans le fond, c'était la seule survivante là, du massacre là, de Fender auparavant dans la vie de Gibson. Là, mais encore là, ça a comme pas vraiment là, d'impact sur le film. Ça, c'est sûr que je trouve ça un petit peu plate, que ça n'a pas plus d'impact. Mais c'est le genre de film. Je veux dire, c'est juste un film d'action, puis on essaie de quand même juste faire 1h30 là, de fun, puis sans vraiment trop se casser la tête. Puis je suis quand même un peu d'accord avec ça. Pour le personnage, là, qu'est-ce qui se passe à Gibson au courant du film? C'est correct, c'est juste très basique. Il n'y a rien de gros révélateur et révolutionnaire là, qui se passe dedans. Là. C'est juste un petit peu là, pour donner juste des choses pour qu'ils puissent continuer puis nous amener à la prochaine séquence. Là, ouais. Puis c'est ça. Fait que là, il va se sauver avec Nadie sur ses épaules. Puis là, il va être poursuivi là, par un personnage là, que moi je vais appeler l'Undertaker là, WWE. Là. Je sais pas si l'Undertaker existait là, dans ce temps-là, mais pour moi, là, je veux dire, c'est la même caricature. Là, c'est juste que c'est Undertaker rencontre Conan le Barbare. Là, puis je pense que c'est la scène. C'est pas drôle. Là, dans ce genre-là. C'est pas de la comédie, mais juste comme toute la manière que tout est joué là-dedans,
je veux dire, c'est hilarant. Je me dis, avec tous les cris d'ours qu'il doit faire tout le long, là, il se ramasse là, dans l'égout, puis on voit que dans le fond, là, les capacités là, de Van Damme là, de faire le grand écart, Van Damme bien connu là, pour faire le grand écart, là, puis c'est encore une autre marque de commerce. Là. Mais, ça a comme un peu pas de sens nécessairement là, la manière qu'il va se débarrasser là, du Undertaker, là. Mais c'est quelque chose quand même là, visuellement là, qui est quand même assez cool à voir. Fait qu'ils ils vont sortir de là, puis ils vont se ramasser dans un champ, puis là, ben, ils vont se mettre à courir, puis ils vont se faire poursuivre encore avec la gang de Fender, puis on va avoir encore d'autres combats à main nue. T'sais, on fait juste comme refaire des combats, mais on fait juste comme changer tout le temps l'endroit où on se combat. Puis c'est correct, dans le fond, on a 4-5 places là, dans tout le film où on va se combattre, puis on essaie de faire chaque combat différent de l'autre avant. On met tout le temps quelque chose une petite touche différente. Puis je trouve que c'est important quand même là, dans ce genre de film-là, de tout le temps trouver une nuance qui fait qu'on sent pas qu'on est tout le temps en train de faire la même affaire. Il y avait peut-être la bâtisse brûlée, puis l'usine là, abandonnée là, qui se ressemble un peu, mais c'est à peu près ça. Là. Le reste là, est comme un peu tout avec des petites nuances là, par la suite. Fait que évidemment, ben c'est ça. Il va y avoir encore un autre combat là, parce que Van Damme là, va tuer encore une couple d'autres personnes là, de la gang à Fender. Il va y avoir un autre combat avec Nadie que elle, c'est ça comme je dis, elle va se battre contre une autre femme, puis qu'en bout de ligne, ben, ça va finir que elle va y avoir donné un coup de couteau, puis ça va finir là. Elle va se faire assommer en même temps, un petit peu comme au début du film. Je comprends exactement pas tout à fait pourquoi elle n'est pas morte là, ou qu'elle n'était pas déjà morte là, en bout de ligne. Elle servira plus à rien là, au film. Là. Mis à part couper des cordes là, qui empêchaient Van Damme là, de sortir là, de la croix un peu plus loin. Là. Mais en fait, là, son personnage, quand même, là, il sert plus rien là, depuis quelques scènes. Là. Fait que ça reste tout le temps une question là, de. Je comprends pas exactement pourquoi. Là. Mais en tout cas, je vais reparler de quelque chose d'autre un peu plus loin. Là. Mais je vais revenir où est-ce qu'on est rendu. Van Damme est épuisé, puis on a là, comme tout notre premier combat là, avec Fender. Puis Fender, c'est comme la force brute en bout de ligne. Là. Van Damme est tellement comme épuisé que finalement, ben, il réussit pas à toucher Fender. Là. Fender, il ramasse Van Damme. Pourquoi que Fender a pas tué Van Damme sur le coup là? Je sais pas tout à fait. C'est une question au script, là, dans le fond, pour avoir le combat revanche là, pour la fin du film. Là. Mais je trouve que dans le fond, ça clôture toute là, cette grosse scène d'action-là. Là, tout se clôture quand même assez bien. Là, pour le genre de film que c'est. Là, je me répète aussi. Là. Je suis pas en train de dire là, qu'on est en train d'écouter là, un film qui aurait dû remporter un Oscar en 90. Là, mais pour ce que c'est, je trouve que tout le narratif, puis qu'est-ce que l'histoire essaie de nous donner, puis qu'est-ce qu'on est là pour voir, tout est quand même bien clôturé là, avec Fender là, qui casse la gueule carrément là, à Van Damme, puis que ils vont l'abandonner là, dans le fond, le crucifier là, sur le top d'un bateau. Fait que Van Damme, il va être crucifié sur un bateau. Dans le fond, il va penser à tout son cheminement là, jusqu'à là. C'est là où on va vraiment voir là, toute l'histoire. Là, on va tout nous la montrer là, de ce qui s'est passé avec lui auparavant, là, avec comment il a croisé Fender, puis Fender a tué toute sa famille, si on veut, là, même si c'est pas ses enfants. Je veux dire, c'est la sœur et le frère là, de Marie que lui est tombé en amour. Là. C'est pas très clair. Là. Même elle, l'actrice, a dit que quand elle a ramassé le rôle, là, c'était supposé être ses enfants, dans le fond. Mais ce que
j'ai toujours pensé un peu, là, mais quand on écoute juste le mot à quelque part. Qui est dit là, dans ces peu de lignes de dialogue qu'il y a là, dans le film, ben, on sait que dans le fond, c'est les parents là, de ces 3 enfants-là qui ont été tués, puis c'est pour ça que dans le fond, ils ont engagé Gibson là, pour les protéger, puis les amener là, à une maison, puis qui pourrait être comme un peu écarté là, de toutes les gangs, là, puis tous les troubles dans la grosse ville. Mais c'est ça, éventuellement, Fender va quand même se ramasser là, puis qu'il va supposément toutes les tuer les 4. Mais c'est ça, Fender. Ou plutôt Gibson va survivre de ça. C'est un peu une métaphore. Je pensais pas tout à fait là, parler de ça là, dans un film là, comme ça, là, tout à fait. Là, on a un genre de métaphore. Van Damme qui ressort du trou, c'est un peu comme une renaissance. Puis que dans le fond, il va avoir son personnage qui va changer là, de direction à partir de là. Puis, tu sais, en même temps, là, narrativement, où est-ce qu'on est rendu au milieu du film, c'est là où, en même temps, il va réussir à se déprendre là, d'être crucifié. C'est là où, dans le fond, peut-être qu'on avait besoin de Nadie pour aider Gibson là, de se déprendre là, de le poteau qui était dessus. Tu sais, je suis capable là, de casser le poteau qui était dessus, là, de genre 8 pouces là, d'épais. S'il est capable de casser ça, il est sûrement capable là, de trouver moyen là, de se déprendre un peu plus. Là. Je dis ça de même. Là. C'est comme pour dire encore là, pourquoi on a gardé Nadie jusqu'à là. Puis qu'il aurait pu avoir un autre. Impact s'il était mort un peu plus tôt là, dans le film. Mais ça me laisse quand même penser que peut-être qu'elle aurait pu donner signe de vie là, un petit peu avant, puis peut-être qu'elle l'aurait aidé à descendre avant de là. Parce que l'autre côté, j'ai toujours comme pensé si il aurait cassé le poteau puis il serait tombé autrement, soit il aurait pu comme carrément mourir là au lieu de mourir cramé au soleil. Là. Parce qu'en même temps, quand il est rendu à terre, c'est pas nécessairement la plus belle manière de tomber à terre s'il tombe face à première ou même tomber à quelque part d'autre sur le bateau puis que finalement il aurait pu être plus dangereux en bout de ligne puis qu'il aurait pu carrément le tuer là, en tombant. Fait que pour raison X, ils vont avoir encore réussi à être plus vite que Fender, puis ils vont réussir à arriver plus vite qu'eux autres à Atlanta. Que Fender était parti plus vite quand il a laissé Jean-Claude Gibson sur le bateau crucifié. Il est parti directement, mais en bout de ligne, qu'est-ce qui s'est passé exactement là, à partir de là pour que Van Damme et Nadie soient en avant d'eux? Je comprends pas tout à fait. On va avoir eu juste un petit discours là-dedans, là, qu'en bout de ligne, il y a Fender puis Pearl qui vont parler, puis qu'on va peut-être comprendre. Pearl en avait parlé qu'il y avait probablement des ressources assez là, pour éliminer Fender une fois rendu à Atlanta. C'est juste un petit bout là, pour rajouter pourquoi que Fender est peut-être un peu intéressé là, à aller à Atlanta, là, mais je veux dire, dans le fond, ça aboutit à rien, dans le fond. Là. Lui, il voit juste la destruction. Puis elle, dans le fond, elle essaie de l'amener là, pour l'éliminer. Est-ce que il aurait réussi là, à tuer Fender? C'est quelque chose qu'on ne saura pas, dans le fond, parce que ça va être Van Damme là, qui va faire la job. Puis cette scène-là, elle sert à quoi? Juste quasiment là, à donner un peu un calme avant la tempête. Là. La tempête qui est, dans le fond, une tempête de pluie qu'on a pour le restant du film. Encore une fois, c'est le combat final. On essaie de changer un peu la manière qu'on présente le combat. En train de me dire que ça a dû être quand même un peu plus compliqué à filmer là, avec toute l'eau qui tombe. Là. Encore on a dit qu'il va se combattre là, contre une autre lutteuse, puis qu'il va se terminer par un poignardage pendant que Van Damme il est en train d'éliminer là, tout le restant de la gang à Fender. Ils sont rendus avec genre 6 personnes. Là, mais tu sais, ça contredit un peu là, certains plans, là, parce que quand il parlait là, dans les bois quand il était avec Pearl, je crois qu'il y avait plus de personnes là, en arrière là, de Fender que ce qu'on voit là, comme combat à la fin. Mais en tout cas, fait que Van Damme est réussi à passer au travers là, de pas mal tout le monde, puis là il se ramasse un contre Fender. Là il va avoir aussi Nadie qui une fois qu'elle va avoir fini avec son combat à elle va se faire tuer par Fender.
je sais pas, je trouve que pour le tout, s'il était décédé au milieu du film, ça aurait eu peut-être un petit peu d'impact. On aurait compris pourquoi aussi en même temps, Van Damme il y avait de la haine encore à continuer en plus de Marie. Ben, il y avait Nadie à rajouter là-dessus. Puis en même temps, ben, Nadie, elle voulait aller sauver Pearl. Puis Van Damme aurait pu comme prendre ce flambeau-là, puis ça aurait pu en rajouter en plus. Là, qu'elle meurt à la fin, il n'y a pas vraiment là, d'impact. Je trouve que c'était un mauvais choix. Mais encore là, comme je dis depuis le début du film, je n'ai pas vraiment là, d'attachement au personnage de Nadie. Puis le film, là, on dirait qu'il ne veut pas du tout là, qu'on ait un attachement. Là. Puis il va y avoir aussi le personnage là, de Hayley, là, qui était la sœur à Marie, qu'elle va virer de bord au courant du combat. Là, que finalement, elle va virer sur le bord à Van Damme. Là, elle va avoir cliqué un peu plus tôt là, que c'était la personne là, qui les avait aidés à sortir là, de la ville. Puis en tout cas, on va voir c'était qui le personnage de Van Damme. Là, puis finalement, elle va, dans le fond, sauver un peu Van Damme là, de se faire massacrer. Puis c'est ça. Dans le fond, c'était pas vraiment nécessaire de rajouter ça. Là. Elle aurait pu mourir au début ou elle aurait pu pas revenir. Là, ça aurait peut-être rajouté encore quelque chose. Parce qu'en bout de ligne, là, ça paraît comme tout rebooter un peu. C'est sûr que ça l'aide un peu au personnage là, de Gibson, là, d'un peu peut-être revoir un peu un semblant là, de la vie qu'il y avait avant. Là. Que finalement, là, Marie est peut-être pas comme totalement morte, en guillemets. Là. Mais en tout cas, fait que il va avoir comme une fausse mort à Fender, parce que lui, il va s'avoir fait poignarder carrément au cœur, mais il va avoir survécu à ça. Le Director Scott, il termine là. L'autre combat suivant, là, où ils se combattent dans une genre de cabanon, quelque chose de même, là, il n'existe pas là, dans le Director Scott. Mais ça sert juste à comme un peu à remonter là, l'adrénaline là, pour qu'on casse la gueule un peu à Fender. On n'avait pas vraiment vu là, depuis le début du film. Là, c'est un peu là, le moment héroïque, là, un peu, là, ce qu'on peut dire, yes, enfin, et notre héros est en train là, de gagner, tu sais. Je trouve qu'en bout de ligne, pour ce genre de film-là, là, c'est vraiment mieux là, d'avoir rajouté cette scène-là. Là, ça finit à plat quand on n'a pas cette scène-là. C'est pas grand chose, c'est 1 minute et demie, mais je trouve que c'est bien important là, pour juste un peu clôturer, puis ça paraît pas bâclé à la fin. Parce que c'est ça, la scène suivante, il ramène Pearl à New York. C'est comme elle a fait sa mission, elle a accompli. Dans la version Director Scott, on va comme un peu comprendre que dans le fond, Pearl, leur plan n'était pas si bon que ça en bout de ligne, là. On va comprendre là, qu'ils ont peut-être un peu de manigance, puis il y avait peut-être un plan là, pour avoir plus une suite, là, puis une genre de domination du monde, là, puis en tout cas, c'est l'impression qu'on me donne. Là. Il y a une scène qui a été rajoutée là, dans le Director Scott, là, mais ça a été vraiment rajouté là, dans le temps là, qu'ils ont produit là, le Blu-ray là, en genre 2012. C'est rajouté dans le fond là, pour faire une genre de suite directe par le réalisateur Albert Pyun qui n'a comme pas rapport. Là, peut-être qu'on aurait pu comprendre là, si le film aurait vu le jour. Là. Mais on a une fille qui apparaît genre 9 mois plus tard, là, qui apparaît comme le Terminator, là, qui est tout nu, genre, là, mais qui approche l'écran, là, puis le Director Scott finit de même. Ça n'a comme pas rapport. Ça jure même, là, c'est aucun rapport. J'aime bien mieux la version théâtrale. Là, que ça reste un peu nébuleux de ce qui se passe par la suite. On va avoir l'idée là, que peut-être que Van Damme, c'était la cure à tout ça. Là. Je veux dire, est-ce qu'on vainc des maladies là, par les poings? Je sais pas, là, mais c'est un peu ce qu'on dit vers la fin du film, dans le fond, là, que c'est un peu comme la bonté là, de Van Damme là, d'avoir fait ça. Là. Dans le fond, c'était pas sa mission, mais en bout de ligne, il a comme vécu ou vaincu une partie du mal là, du monde. Là. Mais ce monde-là a l'air quand même assez gros. Je pense pas que Fender, c'était toute la seule personne là, qui était machin là, dans tout ce monde-là. Je suis pas mal sûr qu'il doit y avoir d'autres choses. Puis dans un monde alternatif, là, il y aurait probablement là, d'autres gangs là, qui est en train là, de virer le monde à l'envers. Mais en tout cas.
On va parler là, des suites là, dans quelques minutes. En conclusion, il faut comprendre que c'est pas un film qui est grandiose. C'est pas un film qui a vraiment des grosses idées profondes. L'idée profonde, là, c'est de faire un film de divertissement là, pour 1h26. Moi, honnêtement, je vais l'endosser le film, mais pour ce qu'il est. C'est pas un film que je vais dire, c'est un film, un must. Qu'il faut vraiment le voir pour comprendre tout. Pour moi, là, ce film-là, c'est un film que peut-être que pour certains, le film de post-apocalyptique à voir, ça va être genre Mad Max. Moi, ça va être Cyborg. On est un peu dans le même genre d'univers, puis c'est sûr que Mad Max est arrivé avant ce film-là. Puis il a pas mal été probablement inspiré pas mal aussi par Mad Max, mais avant de réussir à voir Mad Max, moi j'ai vu Cyborg. Puis ça reste un film que il est pas dur à écouter. C'est 1h26. C'est un film qu'on peut écouter puis juste faire marcher, puis on peut quasiment être en train de faire autre chose, puis il n'y a pas vraiment là, de moment où c'est vraiment là, long et pénible. C'est pas un grand film, je vais vraiment stresser là-dessus. Il y a des films qui étaient meilleurs, si on veut, que j'ai pas donné mon endossement, je vais l'avouer, sauf que ce film-là, il prend vraiment ses côtés négatifs, puis, tu sais, comme les acteurs, il y a personne qui est vraiment un bon acteur là-dedans, là, mais sauf que ils vont tellement s'appuyer là-dessus que ça va devenir une force. Il y a à peu près pas grand-chose de mal à dire à ce film-là. Il y a peut-être le personnage de Nadie, comme que je dis, que en bout de ligne, elle sert pas à grand-chose, puis qu'on essaye de, point de vue script, là, de lui donner une importance, mais en bout de ligne, elle sert à rien. Puis, comme je dis, tu sais, les acteurs sont pas bons, c'est un négatif, mais en bout de ligne, ils tournent ça en positif. Il y a plein d'affaires, là, tu sais, l'univers sombre puis brutal. J'aime beaucoup quand même là, l'univers, puis que la manière qu'il est fait, c'est très caricatural. C'est pas comique, mais c'est la manière que c'est démontré, c'est fou, c'est frénétique, c'est très gros bras. Mais tu sais, on s'en sert tellement en extrême que ça devient vraiment un côté positif pour le film. Fait que oui, je l'endosse grandement. C'est un film que j'aime revisiter, puis que je vais revisiter là, au maximum 2 ans. Puis c'est un film que j'ai vu plus souvent que dans le fond il le mérite quand même. Mais c'est un film que je trouve qu'il passe très facilement, puis qu'il n'est pas lourd à écouter. En 1993, il y a une compagnie de production qui s'appelle Trimark qui a ramassé les droits là, de Cyborg puis qui a produit 2 suites. On a le film de Cyborg 2 qui était comme le premier film d'action à Angelina Jolie. Elle a fait genre 2 rôles avant, là, mais c'est probablement le premier rôle qu'elle a comme rôle principal. C'est avec Angelina Jolie, Elias Koteas, Billy Drago, puis Jack Palance. Même si ça porte un nom Cyborg, ça n'a rien à voir avec le film de 89. Le seul lien qu'il veut lui mettre, c'est qu'au début du film, on voit comme des flashbacks de ce qui s'est passé avant, là, genre 50 ans avant. Ce film-là va arriver à se passer dans le futur de Cyborg. Dans le fond, il se passe un peu plus tard. C'est comme si le monde s'est reconstruit par la suite. Puis il y a eu une guerre de cyborgs à partir de là, qu'on a construit des cyborgs, puis c'est rendu plus du marchandage dans ce domaine-là. Bon, est-ce qu'il y en avait avant là, dans le film original? C'est possible, là, en tout cas. On va pas là, dans ces détails-là. C'est juste que le film ne semble vraiment pas être connecté avec le film original. Là. Je veux dire, il y a un bout où on voit juste des flashbacks de Van Damme, de Fender, puis de Pearl. Puis que Angelina Jolie là-dedans, elle joue un cyborg que dans le fond, il a été construit pour infiltrer une compagnie là, de je sais pas trop quoi tout à fait, mais elle a été faite pour infiltrer cette compagnie-là, pour arriver aux hauts dirigeants puis exploser là, dans leur bureau. Puis elle prend conscience de ça.
Elle a son entraîneur, parce que les cyborgs ont des entraîneurs là-dedans, ça a l'air. Elias Koteas, qui fait le personnage de Colt, elle fait comme tomber un peu en amour avec. Faut comme un peu tout laisser passer les choses. Elle va se sauver parce que c'est ça, elle va être au courant de ça. Puis il y a le personnage de Jack Palance, que lui c'est un autre cyborg, que lui c'est comme révolté contre le système, mais que lui il apparaît là, au travers des téléviseurs. Là. C'est dans le futur, mais ils ont comme encore des vieilles télé là-dedans. Là. Puis il apparaît sur tous les moniteurs un peu partout, puis il va les guider. Pour sortir de là. Puis là-dedans, il va être poursuivi là, par un autre cyborg comme chasseur de primes, joué par Billy Drago. Puis c'est un petit peu chat et la souris. Il y a un autre cyborg qui vient là, de la compagnie inverse qui va pogner une fois Angelina Jolie là, qui s'appelle Case Reese. C'est un hommage à Kyle Reese là, de Terminator 2, le Reese. Case, elle va se faire pogner là, par Chen, c'est un cyborg de la compagnie inverse, comme j'ai dit. Puis elle va la programmer pour que finalement, elle va être comme désamorcée dans le fond. Qu'éventuellement, il va y avoir quelques combats au travers du film. Là. C'est tout Angelina Jolie qui fait la plupart des combats. À part pas mal le dernier combat, parce que dans le fond, ils sont sur un quai, puis c'est dans le fond pour payer leur droit de passage là, pour pouvoir prendre le bateau, puis se sauver genre en Afrique. Puis ça va être Liz Koteas, puis le personnage de Billy Drago qui vont se battre ensemble. Là. C'est un petit peu n'importe quoi comme film. Là. Ça va finir, bien sûr, là, ils vécurent heureux et eurent aucun enfant, dans le fond, parce que elle, c'est une cyborg. Mais c'est vraiment le dernier plan là, où on voit Elias Koteas qui a genre 60 ans de plus. Là. Puis elle meurt avec. Elle meurt pas avec lui, mais il est genre sur son lit de mort. Puis ça finit de même. Là, c'est une histoire d'amour en bout de ligne. Là. Ce que j'aime un peu, c'est juste l'esprit corporatif là-dedans. Là, puis l'argent. C'est juste. On construit quelque chose pour dominer le monde. Là, je veux dire, c'est un peu ridicule. Là. Mais tu sais, c'est un film qui est sorti directement en DVD. Fait que puis c'est vraiment le feeling qu'il y a là, en écoutant le film. C'est un film là, que j'ai vu quelques fois. Une fois de temps en temps, je vais le réécouter. Là, mais honnêtement, là, je peux vraiment pas endosser ce film-là. Là. Surtout étant la suite de Cyborg, là, qui n'a aucun lien avec. S'il y aurait eu au moins un minimum de plus de liens, là, mis à part, il essaie de garder ça dans le même monde, là, mais ça n'a aucun rapport. Là. Si ça pouvait plus se tenir là, dans le même monde, puis il aurait pu avoir plus une suite, il y aurait peut-être eu plus de plaisir. Là en bout de ligne, c'est carrément dans le champ avec le premier film, puis ça n'a pas comme de lien. S'il y aurait eu au moins un peu une suite, là, une nouvelle gang, ou je sais pas quoi. Là, c'est comme si le monde a reparti, puis là, il y a autre chose qui s'est passé suite au cyborg. Faut pas oublier que le film original, il devait s'appeler Slinger. Qui se concentrait plus là, sur les personnages là, de Van Damme puis de Marshall. Là, c'est pas mal plus. Les slingers, c'est le terme qu'ils donnent là, pour les mercenaires là, dans le monde de Cyborg. Puis ils ont, dans le fond, changé le nom Cyborg à la dernière minute. Puis là, Cyborg 2. Il s'est focusé sur le nom de Cyborg, puis ils ont fait une histoire de Cyborg. Puis le film, dans le fond, là, c'était pas supposé être une suite à Cyborg. Là, à partir depuis au départ, là, ils ont juste comme collé ça par la suite, puis ça paraît vraiment. Là, ça a comme aucun lien. Là, jusqu'au point que je pense que même les acteurs ne savaient même pas qu'ils faisaient Cyborg 2. Là, ça devait être vraiment un autre projet, puis à quelque part, ils ont eu les droits, puis ils ont collé des liens. En superimposant là, des dialogues, parce que ça n'a vraiment aucun rapport. L'année suivante, on a donné naissance à Cyborg 3. Quand je dis donner naissance, c'est quasiment un jeu de mots. J'ai dit tantôt que Angelina Jolie et Elias Koteas vécurent heureux et eu aucun enfant. Il tombe que quand le personnage de Colt, joué par Elias Koteas, quand il est mort, mais ça a l'air que pour une raison ou une autre, a réussi à mettre Case, le personnage qui était joué par Angelina Jolie, enceinte. Fait que déjà là, on s'entend que ça part avec l'idée ridicule comme film.
Angelina Jolie n'est pas revenue pour la suite. Elle a été remplacée là, par Christine Hager. Et il y a d'autres acteurs là-dedans, dont Zach Galligan. Qui lui jouait dans les 2 films de Gremlin. Il y a Malcolm McDowell aussi qui est là-dedans, que lui il faisait le personnage de Dr. Loomis là, dans les remakes là, de Halloween avec Rob Zombie, et Richard Lynch que lui fait le méchant principal. Fait que dans le fond c'est la suite directe de Cyborg 2. Bien entendu, un cyborg qui a besoin, qui est sur le point d'accoucher, c'est quelque chose qui est pas normal. On est dans un monde qui se passe genre encore plusieurs années après Cyborg 2, où ce que les cyborgs ils sont quasiment tous chassés. Puis dans le fond, ils forment tout un groupe là, pour essayer de survivre. Puis en même temps, ben il y a comme un genre de chasseur de primes qui les suit un peu, là, qui recherche pour les tuer, pour ramasser les morceaux puis les revendre. Là. Si la tête d'affiche inclut Malcolm McDowell comme point de vente, Malcolm McDowell apparaît pour à peu près 2 minutes dans tout le film, puis c'est au début, puis c'est tout. Le film revient un peu aux sources de Cyborg 1 d'un côté, où ce qu'on est plus dans le désert, il y a plus d'endroits vides, ça a l'air plus un peu là, d'un Mad Max, un peu là, parce qu'il y a des voitures dans ce film-là, contrairement au premier film, là, mais honnêtement, là, un peu comme Cyborg 2, ça vaut pas la peine. Là. C'est carrément là, autre chose. En tant que franchise, là, le 2 et le 3 là, sont partis dans une autre direction. Puis même comme film en soi, ces 2 films-là n'ont absolument rien à apporter. Je dirais que j'étais un petit peu étonné là, quand je viens de réécouter le Cyborg 3. Il était pas aussi pire que je pensais qu'il était. Mais honnêtement, je pense pas que c'est un film que je vais revisiter là, dans les prochaines années. Je dirais que je sens que Cyborg 2 Cyborg 3 ont un peu plus là, de cœur en arrière. C'est un petit peu plus ridicule comme film, c'est sûr, avec le personnage de Case là, qui est enceinte. Là. Puis, je veux dire, dans le fond, c'est son utérus, si on veut, là, qui est dans une genre de petite capsule dans son corps. Là, c'est un peu ridicule. Là, puis, on peut promener le bébé là-dedans. Elle n'a même pas besoin de l'avoir dans elle. Là. Fait que, en tout cas, c'est un peu ridicule comme idée. Mais si on enlève un peu juste cette partie-là, le film est quand même pas si pire là, pour le calibre de film qu'il est, mais ça reste encore un rouge. Là, j'ai vraiment aucune recommandation là, pour Cyborg 2 et 3. Il y a environ 5 ans, Albert Pyun, qui faisait le Cyborg original, est revenu dans la franchise. Il a filmé un film là, qui était un prequel au film de Cyborg. Dans le fond, ça avait servi là, du director's cut là, de Cyborg pour un peu booster là, l'intérêt pour ce film-là. Cyborg Dark Rift, après ça, il a changé de nom, c'est devenu Cyborg Rise of the Slingers. Il a travaillé dessus, mais Albert Pyun, il est devenu malade. Il a une maladie là, de démence. Puis même si le film est tout filmé, il paraît que ce film-là ne sortira pas, malheureusement. Je sais pas à quel point il restait comme travail à faire dessus, mais il a abandonné, là, trop malade. Alors, ce film-là ne devrait pas voir le jour, à moins que quelqu'un lui succède. Sauf ce qui rentre en contradiction, c'est que quelques années plus tard, il y a peut-être 2 ans, il s'est mis à travailler sur un nouveau film de Cyborg. Ça, je comprends pas tout à fait. Le film là, de Cyborg Rise of the Flesh Eaters. Rendu là, je comprends pas pourquoi que l'autre film là, n'est pas terminé. Parce que c'est vraiment un projet à part, c'est vraiment d'autres acteurs. Dans le film là, de Rise of the Slingers, on voyait des personnages vraiment là, c'est pas les mêmes acteurs, mais au moins on voyait le personnage de Marie qui était la femme là, que Gibson là, avait perdue. L'acteur qu'il faisait Fender revenait. On avait Sacha Mitchell, lui, il est plus ou moins connu à cause de la série Kickboxer qui avait succédé à Van Damme. C'était avec lui aussi. Ça avait l'air quand même un film là, qui avait l'air d'être quand même dans la continuité originale, mais finalement, on verra pas ça. Là, on a un autre film, tout recasté au complet, que je sais pas exactement s'il va être sorti aussi. Fait que
c'est quand même un peu nébuleux là, pour l'avenir de cette franchise-là. Honnêtement, autant que j'aime le premier film, j'en ai pas mal rien à foutre là, de tout ce qui se passe avec. Là, je me rends compte que quand même, c'est le film original, le petit bijou en guillemets là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on essaie de faire à part là, on n'est jamais capable de recapturer qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'original. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter là, parce que vous voyez le podcast ou sur la page Facebook direct. Vous avez des commentaires. Si vous pouvez me voir sur Twitter, vous pouvez me suivre là-dessus. Vous pouvez suivre directement là, sur les applications que vous avez trouvé le podcast ou d'autres plateformes, c'est plus facile dans Spotify, iTunes, Podbean, Apple Podcast. Et Stitcher. Fait que jusqu'à la prochaine fois, qui sait, c'est peut-être le podcast La cure pour ce monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.